Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce temps d'antenne consacré à la page santé de ce journal sur Radio de la Paix. Et aujourd'hui, nous avons des invités avec lesquels nous avons échangé. Nous allons parler de médecine traditionnelle, de médecine chinoise. Nous parlerons également de la Covid, de leur contribution, on va dire, dans ce combat mondial. Question, faut-il faire confiance à la médecine traditionnelle pour endiguer le coronavirus? C'est la problématique de notre débat avec notre invité, nos invités de ce jour. Bonjour, nous allons vous permettre de vous présenter. Bonjour, mon nom est Patrick Chan, donc je viens de Chine. Pardon, tiens, ça c'est un lapsus. Je suis français, je viens de France, mais je fais de la médecine chinoise depuis 40 ans, alors du coup je ne sais plus d'où je viens. Donc je m'occupe d'un organisme de formation professionnelle en médecine chinoise et je vois des patients depuis des années. Et je représente une tradition familiale dont je représente la 16e génération. Moi je suis Boubacar Fofana, je représente l'association Elad Boubacar Gambi-Sako qui privilégie le dialogue des cultures, des traditions. Et c'est dans le cadre du dialogue des traditions médicinales que nous sommes là aujourd'hui, faire dialoguer les médecines traditionnelles chinoises et africaines. Alors comment s'est fait ce partenariat pour que nous puissions être là aujourd'hui? Il s'est fait par l'intermédiaire de M. Fofana qui m'a gentiment rendu visite en France parce que je préside aussi une association humanitaire. On a fait des soins en médecine chinoise dans un certain nombre de pays depuis une quinzaine d'années. Et on avait commencé à faire de la formation au Bénin à la demande de tradipraticiens locaux. Et puis l'expérience a été intéressante et M. Fofana m'a proposé de voir s'il serait possible d'envisager quelque chose du même ordre ici. Voilà. Et à ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette collaboration? Bon, déjà, nous, on est à notre deuxième édition. On a commencé l'année dernière avec une vingtaine de tradipraticiens. Ça a été une expérience très enrichissante pour eux, surtout au point de vue, bon, Patrick l'expliquera mieux que moi, en tout cas très enrichissante pour eux, déjà pour apprendre à faire un diagnostic, se renouer avec les traditions, les pratiques des traditions médicinales. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées. D'accord, donc 2 ans, je suppose que vous avez eu beaucoup à partager avec les tradipraticiens de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que vous avez pu partager réellement venant d'eux et venant de vous? Qu'est-ce qui a été donné? C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, objectivement, dans un premier temps, on a plus offert des informations qu'on en a recueillies parce qu'il se trouve que la médecine chinoise est restée à peu près intacte pendant plusieurs millénaires et qu'elle a une vision structurée du vivant qui intéresse parce que c'est basé sur l'observation de la nature. Et donc l'échange qu'on a eu, c'est que voilà, le point commun, c'est que l'être humain est un produit de la nature et qu'on doit faire appel à des ressources les plus naturelles possibles pour le soigner. Quand on s'en éloigne trop, on voit ce qui arrive parfois. Mais ces échanges sont restés sur un plan purement culturel. Sur le plan médical, on s'est surtout axé sur la médecine chinoise puisque c'est ce qui était le but de leur demande. Dites-nous aujourd'hui combien de types de médecine il existe? Alors, il y a ce qu'on appelle les ethnomédecines, c'est-à-dire les médecines traditionnelles, anciennes, des médecines savantes. Chaque civilisation, en fait, a secrété un système médical à l'image de sa vision de la vie, ou de la mort, ou de la santé, ou de la maladie. Actuellement, je dirais qu'il y a surtout la médecine chinoise, la médecine védique de l'Inde, la médecine ayurvédique, la médecine tibétaine, qui sont encore des systèmes vraiment vivants. Il y a ensuite les médecines autochtones, qui sont aussi des ethnomédecines, mais qui sont basées essentiellement sur une tradition orale, sans le support écrit qui a traversé le temps. Et là, on a la médecine de l'Afrique, la médecine amérindienne, il y a eu aussi la médecine arabe, mais je pense qu'elle fait encore partie des systèmes médicaux savants, mais on la connaît moins pour l'instant. Voilà. Et après, il y a la médecine occidentale, mais qui n'est pas une médecine traditionnelle. La médecine dite traditionnelle, c'était celle d'Hippocrate, en fait. Mais la théorie des humeurs, qui était proche, on est à la même époque que la Chine, on est avant Jésus-Christ. Celle-ci a disparu. Et maintenant, disons, c'est l'évolution des sciences et des technologies qui crée des révolutions permanentes. Et donc, on appelle ça une médecine moderne. Mais voilà, on considère qu'on appartient à la vie ne nous appartient pas, et dans la médecine moderne, on influe sur la vie, sur le vivant, on manipule le vivant, donc on est dans 2 approches du vivant très différentes. Alors que savoir réellement de la médecine chinoise? C'est une médecine qui a quelques 3000 ans d'âge,
qui est restée à peu près intacte jusqu'à la dernière révolution culturelle. Maintenant, elle est un peu plus mélangée en Chine à la médecine occidentale, mais justement, elle s'est transmise à travers des traditions familiales comme ça. L'acupuncture et les plantes, les herbes médicinales, enfin les substances médicinales sont les grosses branches thérapeutiques qui font face à la pathologie la plus vaste. Après, on a les branches qu'a évoqué M. Fofana, donc il y a une forme de psychothérapie, il y a des exercices de santé, il y a le massage, etc. Mais ce qui est très important, c'est que toutes ces branches sont articulées autour d'un tronc. Et le tronc, c'est un tronc commun qui est celui de poser un diagnostic. C'est-à-dire que le réflexe qu'on devrait avoir quand on reçoit un patient, c'est pas de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux lui donner. C'est de se dire mais qu'est-ce qu'il a et pourquoi il a ça. On est toujours pris par ces urgences-là. Dès qu'une maladie sort, on cherche un traitement, au lieu de se dire mais attends, d'où elle sort, pourquoi. Si on comprend mieux le mécanisme de départ, le traitement devient plus simple et plus évident et mieux ciblé. Et on s'aperçoit parfois qu'avec des moyens thérapeutiques simples, on arrive à faire des choses vraiment efficaces. Alors que si on n'a pas de vrai diagnostic, on n'a pas de vraie compréhension de ce qui se passe, on déploie toute une batterie, tout un arsenal thérapeutique lourd, et finalement qui parfois génère des nouvelles maladies. Ça s'appelle la iatrogénèse, parce que des fois les traitements sont puissants, mais ils génèrent des nouveaux problèmes pour lesquels il faut des nouveaux traitements, et on est dans une errance thérapeutique sans fin. Donc l'intérêt de ces médecines traditionnelles, c'est qu'elles ont observé le vivant depuis longtemps, elles ont vu le lien entre l'être humain et la nature. Il y a des jours et les nuits, il y a les saisons, il y a les climats, tout ça, ça influe sur nous. Les femmes ont des règles toutes les lunes, enfin je veux dire, il faut comprendre qu'on appartient au vivant. Et une fois qu'on a cette vision éco-médicale, j'allais dire, en même temps qu'ethno-médicale, c'est-à-dire que la nature humaine nous parle, à ce moment-là, effectivement, les traitements coule de source. Et ça ne veut pas dire qu'on fait des miracles, mais ça veut dire qu'au moins on connaît les limites de ce qu'on fait et on ne rend pas plus malade qu'on ne soigne. Et ça, primum non nocere, c'est ce que disait Hippocrate. Premièrement, ne pas nuire, on devrait s'en rappeler chez nous aujourd'hui. Alors, quelle est la place de la médecine traditionnelle dans la bataille contre l'épidémie de la Covid-19 que nous vivons depuis, on va dire, l'année 2020 ? Ouais. Alors, c'est vrai que la source de cette épidémie semble être la Chine. Les circonstances ne sont toujours pas vraiment élucidées. Quand je vous disais d'où ça vient, ça fait partie des questions. Il a fallu déjà attendre un an pour que l'OMS se rende là-bas. Donc c'est déjà un petit peu tardif pour chercher une cause de départ d'incendie. Il faut savoir aussi que ça a été quand même en Chine éradiqué efficacement en grande partie aussi grâce à la médecine traditionnelle. Ils ont joint les deux médecines. Donc ils ont effectivement développé un arsenal de pharmacopées qui a permis d'enrayer l'épidémie assez efficacement. La Chine a une longue expérience des épidémies. En fait, pendant des millénaires, ils ont été ravagés par des épidémies importantes. Et on sait aussi que depuis le XIe siècle, puis le XVIe siècle, c'est eux qui quasiment ont inventé le principe vaccinal avec la variolisation. Donc, on sait ce que c'est qu'une épidémie en médecine chinoise. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais on sait justement qu'une épidémie se caractérise par trois choses. Une grande contagiosité, bon ça c'est sûr qu'on l'a. La similitude des symptômes, là déjà c'est moins certain avec le Covid. Hein. Et puis une mortalité importante. Et là aussi, bon ok, il y a une mortalité, mais si on regarde le nombre de cas par rapport au nombre de personnes qui décèdent et l'état de santé des personnes qui décèdent, on voit bien que c'est surtout une épidémie qui s'attaque aux plus faibles. C'est pas la peste ou le choléra. C'est-à-dire que si on est touché, ou même la grippe, on n'a pas tous les mêmes symptômes. Il y a une immense majorité, 97-98% des gens, qui n'ont pas de symptômes, même quand ils sont porteurs. Donc, le risque, c'est qu'ils peuvent le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, on a l'impression que ce virus est plus un espion qui sabote les défenses immunitaires de ceux qui sont déjà faibles, plutôt qu'un ennemi déclaré contre lequel on peut lutter de manière loyale. Donc c'est pas une épidémie normale, et c'est pour ça qu'ils sont bien embêtés avec ce truc-là. La contagiosité, c'est pas la gravité. Cette maladie peut être, on le voit, elle est très contagieuse. Alors on a beau mettre des barrières et des masques dans tous les sens, elle passe quand même, parce que essayer d'arrêter le vent, c'est à peu près aussi facile que ça, et le vent transporte tout, les pollens, les virus. Donc c'est difficile d'arrêter le vent. Mais la gravité est très relative. Donc,
le traitement en médecine chinoise, c'est une médecine impériale. Le but était que l'empereur ne tombe pas malade. Donc effectivement, c'est une médecine de paix, c'est pas une médecine de guerre. Alors, notre président en France a dit « nous sommes en guerre », ok, mais comment entretenir la paix de tous ceux qui peuvent ne pas tomber malades? Et comme c'est une immense majorité, effectivement, on peut essayer de se prémunir de la contagion par les mesures connues, mais dans les épidémies classiques, normalement, on isole uniquement les malades. On les met en quarantaine. On vaccine uniquement les personnes faibles, puisque ça augmente leurs anticorps, mais on ne vaccine pas ceux qui ont déjà des anticorps. Donc cette immense majorité des gens qui peuvent être contaminés mais ne pas développer la maladie, bon, c'est très bien, on les teste, il faut qu'ils évitent de la transmettre à quelqu'un d'autre, mais eux, c'est pas la peine de les vacciner, ils sont déjà vaccinés. Vous voyez, en plus, la vaccination n'empêche pas ni d'attraper une maladie, ni de la transmettre. Ça permet juste de résister un peu mieux, en supposant que le vaccin est bien adapté. C'est une solution. Bah, c'est-à-dire qu'en France même, on dit on vaccine les gens et puis après on leur dit gardez le masque parce que vous pouvez quand même l'attraper ou le transmettre. À quoi ça sert donc ben voilà, ça pose des vraies questions par rapport au lobbying vaccinal qui est en cause. Et je vous dis bien, je ne suis pas anti-vaccin. Les Chinois ont inventé quasiment la vaccination et la vaccination est le meilleur moyen de lutter contre les vraies épidémies. Mais celle-ci, elle est franchement particulière. On a un virus mutant pour lequel on nous propose un vaccin mutant quelque part. Mais là, ben, ça fait un peu apprenti sorcier, si vous voulez. Alors que propose la médecine traditionnelle? Ben, la médecine traditionnelle n'a pas le moyen de voir les virus. Parce que nous, le diagnostic, on le pose avec nos yeux, avec la palpation, avec les questions. On fait de la médecine clinique, c'est pour ça qu'elle a traversé le temps. Parce que l'être humain, c'est l'appareil quelque part le mieux adapté au diagnostic de la pathologie humaine. Donc, nous, ce qu'on peut voir, c'est les symptômes des patients. Bon, déjà, ça fait beaucoup moins de monde. Et on peut voir aussi les signes des patients qui ne sont pas forcément touchés, mais qui ont justement un âge avancé, une comorbidité, du surpoids, de la tension, du diabète, des choses comme ça, des cancers. Et là, on se dit, bah, si on traite le fameux terrain, c'est-à-dire la capacité immunitaire de la personne, on n'aura pas besoin de faire la course au virus. Mon vieux professeur disait, si vous rentrez dans votre maison après des vacances, vous aviez tout fermé et vous trouvez des champignons sur les murs, vous avez deux logiques possibles. Vous pouvez dire, oh, c'est quoi comme champignons? Alors faire des prélèvements, mettre au point des produits toxiques pour les tuer. Mais vous pouvez aussi vous dire, et puis vous allez laisser la pièce dans un état insalubre, et en plus vous savez que les champignons vont revenir. Ou alors vous vous dites, mais il fait chaud, humide, ou froid, humide, je ne sais pas, dans cette pièce, dans cette maison, et c'est le climat qui a créé ça. Donc si on arrive à changer le climat, à assainir la pièce, les murs, faire rentrer l'air, la lumière, rétablir l'équilibre hydrique, thermique, bah les champignons, on ne sait pas comment ils s'appellent, mais ça ne nous intéresse pas, parce qu'on a su modifier le climat. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aider le climat du corps des patients pour que, quel que soit le virus, bah, soit il ne rentre pas, soit il ne s'installe pas longtemps, soit on a moins de risque de les transmettre. Mais par exemple, à propos de climat et d'aération, vous voyez, les personnes âgées que l'on va confiner à l'intérieur d'une maison, qui vont être privées des rayons du soleil, qui est le principal fournisseur mondial de vitamine D, on va, au lieu de leur faire respirer de l'oxygène pour renforcer le système pulmonaire, qui est le plus fragile face au Covid, on va leur faire porter en permanence un masque qui fait qu'ils respirent leur propre gaz carbonique, au lieu de prendre le bon air le plus possible. Donc, il y a des mesures qui sont prises collectivement, je dirais, par peur, mais qui ne correspondent pas à une réalité médicale qui voudrait que les gens puissent respirer du bon air, prendre de la lumière. Et puis, comment dire, la peur fait baisser l'immunité. Il y a une personne comme ça qui était enfermée dans une chambre froide et qu'on a retrouvée le lendemain morte d'hypothermie dans un frigo, sauf que c'était pas branché. Il faisait 20 degrés là-dedans. Mais il est mort de froid quand même. En fait, il est mort de peur. Parce que la peur peut faire baisser l'immunité. Donc, comment une politique médicale qui, d'un côté, inquiète, fait peur à tout le monde, donc fait baisser l'immunité de tout le monde, et propose ensuite un vaccin pour faire remonter l'immunité? C'est un jeu à somme nulle. Donc, la politique vaccinale devrait conduire à la prudence, mais pas à la peur. Et le problème, c'est que voilà, les gens, soit ils sont dans le déni, soit ils passent directement à la panique. Et c'est difficile, ça, la nature humaine et les émotions, c'est pas facile à gérer. J'aimerais pas être un homme politique et avoir ça. Je préfère encore faire mon travail de médecin au quotidien face à chaque patient et le rassurer.
D'accord. Alors, vu les propositions que vous venez de faire, est-ce que vous avez déjà eu à être en contact avec des autorités, par exemple, je prends un exemple banal, qui ont été réceptifs à vos propositions concernant le traitement? Non, parce que le système médical occidental est basé sur la biomédecine moderne, et donc il y a une tolérance tout à fait dans les pratiques de médecine traditionnelle, y compris en France. Enfin, ça dépend un peu des médecines, mais la médecine chinoise elle a quand même fait ses preuves. Le problème, c'est qu'on n'est pas acteur de santé de la même manière, et donc effectivement c'est inaudible. Autant en Chine c'est une évidence, autant en Europe par exemple, les patients viennent nous voir pour la prévention. Parce qu'effectivement, c'est encore ce genre de médecine qui est la plus apte à renforcer les défenses. Mais c'est pas quelque chose d'institutionnalisé. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on doit faire confiance véritablement à la médecine traditionnelle pour endiguer cette pandémie-là? Non, je pense que dans des situations comme ça, d'abord, il faudrait vraiment savoir d'où ça sort. Ça, c'est une question qui reste ouverte et je préfère ne pas me lancer dans les hypothèses. Je vais vous poser la question. Je pourrais glisser un petit quelque chose, mais on est très très vite taxé de complotiste dès qu'on émet un doute. Or, le doute, c'est la base de l'esprit scientifique, donc c'est compliqué. Ouais. Mais disons que la médecine traditionnelle seule, je pense en prévention. Moi, j'ai été invité notamment par des laboratoires en Suisse pour réfléchir à des compositions de formules en médecine chinoise pour la prévention et pour le traitement des phases initiales du Covid. Après, moi, je me suis penché surtout sur les manifestations cliniques qui concernent l'Europe. Donc, il y aurait peut-être des adaptations si ça survient dans d'autres régions, puisqu'on voit que selon les pays, ça prend des formes parfois différentes. Mais je pense qu'on est vraiment dans un domaine, les épidémies, où la collaboration, effectivement, des mesures sanitaires, sociales, des mesures médicales d'urgence pour les plus touchés, et des mesures préventives grâce à des médecines douces, entre guillemets, ça veut dire qu'ils ne nuisent pas davantage, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours si doux que ça. Tout ça mis ensemble, ça serait un mariage de raison, et ça serait une façon intelligente de faire face à cette maladie. On n'en est pas là. Il a dit comment booster, on va dire, ce système. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, de façon simpliste, et qui est surtout accessible à tout le monde? De façon simple, effectivement, c'est que les fameuses mesures barrières, il faut les appliquer quand on est à proximité durable de personnes qu'on ne connaît pas et qui pourraient peut-être être porteuses. La difficulté, je vous disais, de ce virus, c'est qu'on peut le porter et le transmettre à quelqu'un d'autre alors que nous, il ne nous a rien fait. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça crée une espèce de paranoïa de toute une population, puisque on peut en vouloir aux gens de nous transmettre quelque chose, même si eux n'ont rien eu. Donc, quand on est entre personnes qui savent qu'elles ont déjà rien parce qu'il y a eu un test ou quoi, on a une certaine liberté. Mais surtout quand on est seul, quand on est un peu à distance, il faut à ce moment-là, je pense, pouvoir retirer le masque. Quand il y a du bon air, pouvoir le respirer. Quand on peut sortir un peu dehors, profiter. Par exemple, avaler de la vitamine D est moins intéressant que de s'exposer au soleil parce que c'est un fournisseur naturel de cette vitamine. C'est comme ça qu'on la fabrique normalement. En Europe, ils en consomment beaucoup. Bien sûr, ils n'ont pas de soleil. En ce moment, on a de la neige. Mais il ne faut pas... Ici, vous avez la chance d'avoir du meilleur temps. Donc, profiter de ce que la nature peut apporter de force, ça, c'est vraiment un conseil basique. Le sommeil est important, parce que quand on dort, on recharge l'énergie des organes. Ça a un effet végétatif important. Donc, tout ce qui est surmenage, manque de sommeil, ça aggrave. Les émotions, on les ignore malheureusement, mais encore une fois, la peur et l'inquiétude, c'est anxiogène, c'est même cancérogène parfois, donc ça fait baisser l'immunité de façon claire. Les personnes âgées sont déjà des personnes craintives par nature, donc nourrir l'inquiétude, ça c'est pas très bon. Maintenant, on ne peut pas faire semblant d'être bien si on a peur, mais voilà, donc ne pas céder à des émotions négatives, parce que si on prend, la prudence suffit. C'est différent de la peur. Après, il y a effectivement les exercices, par exemple. Faire de l'exercice, ça fait circuler le sang, l'énergie dans le corps. Donc la statique, l'immobilité n'est pas une bonne chose. Il faut bouger suffisamment. Et là, on s'adresse plus aux personnes qui ont des comorbidités, comme l'obésité ou l'âge, parce que des fois, c'est des facteurs qui font qu'on ne bouge plus beaucoup. Une alimentation à peu près saine, évidemment, parce que ça c'est notre carburant. Donc si on peut manger des choses
notamment par rapport aux poumons. C'est l'organe qui gère, on respire aussi par la peau, et c'est comme ça que se transmet le Covid, c'est-à-dire par le nez, par la bouche, par la peau, par le contact. C'est quelque chose qui passe par le respiratoire. Donc prendre soin de son système respiratoire. Ça, c'est des éléments de base. Après, effectivement, il existe des traitements. L'acupuncture, par exemple, ça n'appartient pas qu'aux Chinois. Tous les humains ont des points sur eux. En fait, les gens ont une pharmacie sur eux, ils ne le savent pas. Mais si on met les points au bon endroit, on peut effectivement stimuler certaines fonctions de défense ou d'adaptation ou d'immunité. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qu'on connaît en médecine chinoise et qu'on est en train de transmettre à des praticiens parce qu'il y a des points importants qu'il n'est pas forcément compliqué de faire, même si on ne connaît pas tout le reste. En pharmacopée, évidemment, on préférait. Le but, c'est pas plus de vendre un vaccin américain que des plantes chinoises. Le but, ça serait de travailler avec des pharmacologues ou des ethnobotanistes locaux et de voir qu'est-ce qui serait l'équivalent dans ce qui existe dans les plantes traditionnelles ici, qui pourrait faire le même travail que certaines plantes connues en médecine chinoise. Et voilà. Mais là, il y a un écart dans le temps qui va être difficile à combler vu l'urgence du Covid. Alors, est-ce que toutes ces informations sont documentées, que ce soit chez vous, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout où vous partez? Est-ce que vous constatez au moins que, on va dire, ces tradipraticiens arrivent à documenter carrément toutes ces informations? Documenter, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que c'est mis sur, on va dire, je ne sais pas, sur papier, conservé dans une bibliothèque, pour pouvoir partager? Disons qu'on essaye d'être un peu moderne, donc on filme de temps en temps et on enregistre de temps en temps ce qu'on fait, parce qu'on n'écrit pas tout ce qu'on dit. C'est une tradition orale en plus, la médecine chinoise. Oui, après, il y a des supports écrits. Oui, des supports écrits, mais face à la médecine, on va dire, moderne. Oui. Est-ce que ce ne serait pas forcément un déficit? Ça peut être un déficit. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas... Les standards épistémologiques de la médecine moderne ne correspondent pas. Par exemple, mes patients, je leur donne un traitement, mais en fonction de chaque patient, j'adapte le traitement. On adapte le traitement au malade. Et donc, on a des bons résultats, puisque c'est de la haute couture. Mais imaginez ce bon traitement dont la personne se dit « ça m'a soigné », ça m'a guéri, c'est un bon traitement. Si sous ce prétexte, j'essaye de le refourguer à tout le monde, oui, mais les autres n'ont plus la même tête que cette personne-là. Et donc, les standards de la médecine occidentale, c'est pour tester l'efficacité d'un traitement, on donne le même traitement à plein de gens, plus d'autres personnes, on donne autre chose pour voir si c'est pas psychologique, voilà, double aveugle contre placebo. Mais en fait, si on donne le même traitement en pharmacopée, et je pense que c'est pareil en médecine africaine, à plein de gens, la conclusion sera, malheureusement, c'est pas très efficace. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, c'est le diagnostic qui fait choisir le bon traitement, et c'est l'adéquation qui fait que le médicament est puissant. Je vois des plantes, par exemple, vous prenez même le ginseng que les gens connaissent bien, si vous êtes épuisé, si vous avez un vide d'énergie profond, le ginseng va avoir un effet vraiment puissant. Si vous êtes à peu près en forme et que vous en prenez, vous allez dire, bof, c'est pas très efficace ce truc-là. Pourquoi? Parce que l'adéquation n'est pas la même, vous n'en avez pas besoin. Donc, on n'est utile qu'aux gens qui ont besoin de nous. Donc, on n'est pas dans la même médecine. Et ça, c'est la différence entre la médecine de guerre et la médecine de paix. Si vous prenez un somnifère en médecine occidentale, c'est sûr, vous allez dormir. Mais si vous venez me voir parce que vous faites de l'insomnie, je vais chercher les causes de l'insomnie et vous donner quelque chose qui petit à petit va vous aider à dormir, mais après vous n'aurez plus besoin du traitement. Vous ne prendrez pas un somnifère à vie. Mais je n'ai pas de médicament qui vous fait dormir de force. Voyez? Donc le problème, c'est que vouloir prouver à l'aune des critères scientifiques de la médecine occidentale l'efficacité des médecines traditionnelles, c'est très difficile parce que la médecine occidentale ne veut pas remettre en cause ces critères, ces critères épistémologiques. L'épistémologie, c'est l'étude de qu'est-ce qui est scientifique, la nature scientifique des choses. Il y a des sciences. La médecine chinoise, par exemple, est très compréhensible pour un physicien, parce qu'un physicien sait ce que c'est que l'énergie. Vous voyez, la physique quantique, par exemple, et la médecine chinoise s'entendent très bien. Mais la biochimie, sur laquelle est basée la médecine occidentale, elle n'a jamais vu de l'énergie. Vous voyez, mon professeur disait, vous pouvez avoir tous les appareils médicaux, par exemple, vous prenez un soldat en photo, armé jusqu'aux dents, mais la photo ne vous dit pas si le soldat sait se battre. Donc, par contre, quand on est clinicien, on voit les symptômes des patients, et donc on peut voir des dysfonctionnements alors que les examens disent « non, ça va ». À l'inverse, des fois, les examens disent « ça va pas », alors que le patient dit « mais moi, je vais bien ». Donc, on soigne les gens ou on soigne les examens?
Et ça pose la question des tests Covid. Hein. Ça pose la question de vouloir vacciner tout le monde. Voilà, donc il y aurait vraiment, moi, mon vœu, ça serait d'intégrer la réflexion des ethnomédecines dans une politique de santé avec la médecine occidentale et de pouvoir réfléchir intelligemment à ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence là. D'accord. Justement, parlant des tests, je souhaiterais savoir qu'on revienne un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez véritablement de ce test PCR de la Covid? Le test PCR, alors moi je ne suis pas représentant de la médecine occidentale, mais pour ce que j'en sais, le test PCR, c'est un test qui permet de savoir si on est porteur du virus. À la différence des tests sérologiques qui permettent de savoir si on a eu la maladie, donc des anticorps. Et c'est sûr que si on a une sérologie et qu'on a des anticorps, on n'a pas besoin forcément d'être vacciné non plus. Le test PCR, il est intéressant si vous êtes par exemple amené à côtoyer beaucoup de monde de façon rapprochée et durable. Ça permet par exemple, nous on a demandé aux tradipraticiens avec qui on fait des cours en ce moment, de passer tous le test, ce qui nous a permis de tomber le masque pour pouvoir se papouiller, localiser les points, faire de l'acupuncture, prendre les pouls, enfin faire un travail de médecine. Quand on voit risqué. Comment? C'est quand même risqué. Non, si on est tous négatifs, à quoi ça sert de faire un bal masqué si on est négatif, objectivement? C'est de la peur. Oui. Hein? Donc, j'allais dire, si, alors évidemment, s'ils rentrent chez eux, qu'ils l'attrapent, qu'ils reviennent, mais voilà, après, mais ça veut dire qu'ils peuvent remettre le masque en sortant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mesures à prendre de précaution, logiques, mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Voilà. Et nos patients, on a besoin, on leur fait tirer la langue, on regarde les yeux, on prend les pouls, on les palpe, on les pique. Donc, de toute façon, on ne peut pas travailler avec des moufles, on ne peut pas travailler avec une combinaison de cosmonautes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, on est obligé de prendre les mesures nécessaires, raisonnables, sans s'habiller comme dans le laboratoire P4 de Wuhan. D'accord. Merci infiniment en tout cas pour cette petite remarque. Alors, quelles sont vos stratégies aujourd'hui de prise en compte concernant les ressources de la médecine traditionnelle dans la lutte, on va dire, contre la Covid? Les stratégies, c'est de faire de l'information aux patients qu'on voit, parce que nous, on n'a pas forcément, là, on vous remercie de nous inviter, mais j'allais dire, nous, on fait de l'information. Le principe du médecin ou de l'ethnomédecin, c'est de répondre aux gens qui viennent le voir pour lui demander de l'aide. Donc nous, on ne fait pas de la, de la propagande ou quoi que ce soit. On n'est pas dans une politique de santé globale. Si on nous demande notre avis, on est heureux de le donner. Et on le donne évidemment avec plaisir, de façon individualisée à chaque personne, pour qu'elle puisse se porter au mieux en termes de prévention, voire en termes de traitement. J'ai mis par exemple au point des formules, je vous disais, préventives et thérapeutiques, notamment pour les phases initiales, parce que dès que les patients commencent à avoir des symptômes vraiment plus graves, ils se retrouvent tout de suite à l'hôpital, sous ventilateur, donc c'est plus pour nous, on va dire, la gravité. Mais par exemple, j'ai déjà des témoignages de personnes qui ont utilisé ces traitements dans les premiers symptômes, voilà, et ça a duré 3-4 jours et c'était fini. Donc, j'allais dire, il faudrait... Vous voyez, la première vague en France, les médecins devaient rester chez eux, tout le monde était confiné, même les médecins. On disait aux patients, restez chez vous, et si vous n'arrivez plus à respirer, appelez les urgences. Donc même les médecins disaient, mais c'est incroyable, on ne peut plus rien faire. Enfin, alors peut-être c'est possible, peut-être le virus est tellement méchant que même les médecins ne peuvent rien contre lui. Peut-être que c'est une histoire juste entre les laboratoires et le virus. Mais c'est un peu bizarre, c'est plus de la médecine ça. Alors, on va revenir sur la médecine traditionnelle de façon générale. Est-ce que les praticiens que vous rencontrez depuis, on va dire, que vous êtes à Abidjan, qui profitent de vos formations, vous ont fait cas de certaines difficultés dans leur recherche? Par rapport au Covid? Oui. On n'a pas vraiment abordé le sujet. D'accord, donc de façon générale alors? Oui, parce que, encore une fois, on est dans assainir les murs, quel que soit le champignon qui puisse pousser dessus. Donc là, on est plus dans une logique de prévention, surtout qu'avec le peu de temps qu'on a, on ne va pas pouvoir faire des études approfondies sur le traitement des épidémies ou des choses comme ça. Donc on est surtout comment renforcer le terrain des gens. Et donc là, on est dans des mesures simples et efficaces qui peuvent aider un maximum de gens sans zoomer spécifiquement, c'est-à-dire qu'à la limite, cette prévention, elle est valable aussi pour une dengue ou pour une grippe ou pour... voilà quoi.
D'accord. Est-ce que vous pensez que ce secteur est désorganisé de façon générale? Celui de la santé? Oui. Je ne me prononcerai pas pour la Côte d'Ivoire parce que je ne connais pas suffisamment le système. C'est vrai que peut-être la médecine, traditionnelle, ivoirienne ou africaine en général, je ne sais pas comment elle est considérée et comment elle est elle-même organisée. Je ne suis pas certain qu'elle soit très organisée non plus. Donc il y a un travail d'organisation à l'intérieur aussi des représentants de médecine traditionnelle. C'est ce à quoi on essaye modestement d'œuvrer. Mais après, un dialogue effectivement qui puisse s'établir avec la médecine occidentale, ce serait ça la base, c'est-à-dire avoir une table ronde et pouvoir dire, voilà, on prend un patient, toi, comment tu le vois? Comment tu fais ton diagnostic? Qu'est-ce que tu proposes comme traitement et comment ça marche de ton point de vue? Mais il faut avoir l'humilité de remettre en cause les critères scientifiques. Il y a ce qu'on appelle l'evidence-based medicine en Occident, la médecine basée sur les évidences. Donc pour eux, il y a des choses, c'est évident. Et tout ce qui n'est pas évident, ça veut dire les autres, ils n'écoutent même pas. Donc on est face à des gens plutôt sourds. Voyez, et donc dans ce cas-là, on reste porteur de graines qui pousseront plus tard quand ils se seront rendus compte qu'ils sont dans une impasse. Et c'est un handicap aujourd'hui? Non. Simplement, on est content de soigner des gens et que ces personnes puissent... c'est un handicap sur un plan général, sur un plan politique. Mais nous, on a le plaisir de soigner correctement les gens qu'on voit, c'est tout ce qu'on demande. D'accord. Nous sommes à la fin de cet échange. En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous. Et qu'est-ce que vous aurez souhaité que l'auditeur retienne, on va dire, de cet échange? Prendre le bon côté des consignes qui sont données pour être prudent, et éviter surtout de fonctionner par peur ou par simple obéissance. Il faut utiliser le cerveau qu'on a au bout de notre moelle épinière, c'est important. Beau message. Monsieur Fofana? Écoutez, je vous remercie encore une fois de nous accueillir chez vous. Et concernant en tout cas la médecine traditionnelle et la médecine moderne, des travaux sont en cours, notamment j'en profite pour parler de l'ASCAD, qui est l'Académie des sciences de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a ouvert un forum pour faire dialoguer ces deux médecines-là, et par rapport au Covid. Donc il y a de nombreux espoirs, en tout cas il y a des espoirs que les choses iront en s'améliorant dans le dialogue de ces deux, je dirais, traditions. Voilà. Et comment on fait pour vous contacter? Écoutez, c'est l'association El Bakar Gambisako, vous tapez sur internet, sinon c'est de m'appeler au 08 33 33 33. Voilà, je suis disponible à tout moment. Merci infiniment. Ça marche.